Les baleines nous fascinent par leur taille, leur vie sociale complexe, leur intelligence. Nous savons qu'elles sont conscientes. Elles nous regardent, elles lisent en nous, elles semblent exiger des réponses. Elles ne se contentent pas de nous voir, elles nous scannent. Elles voient notre cœur battre, nos poumons se gonfler, le sang couler dans nos veines, parce que leur oreille interne leur donne une image de nous. Par rapport aux mammifères terrestres, le cerveau de la plupart des cétacés possède un lobe supplémentaire. On pense qu'il joue un rôle majeur dans le contrôle de la pensée et de la communication. À quoi songent les baleines? Je suis persuadé qu'elles pensent et qu'elles savent de quoi on est capable. Il y a un peu de tout. Des plans, des photos de bateaux, Brigitte Bardot, tout un dossier. Des cartes marines, évidemment, des cartes obsolètes. Ici, il y a des récompenses que j'ai reçues, comme le prix Girafe. C'est pour avoir pris des risques, quelque chose comme ça. Une plaque d'éminent citoyen du monde. D'autres photos, celles-ci sont intéressantes. C'est la campagne pour les phoques de 79. Le Dalai Lama. Là, c'est quand je me suis présenté à la mairie. Il y avait 65 candidats, je suis arrivé 4e. À un moment, j'ai vraiment eu peur d'être élu. Une autre photo de ma mère et moi. Vous saviez déjà que vous seriez marin? Moi, non, mais elle, si. Je ne sais pas si vous avez vu les images où on nous lance ce couteau. Le type l'a lancé comme ça. J'ai encore les clés de la chambre d'hôtel. Je n'ai pas eu l'occasion de les rendre quand on m'a foutu dehors. Ouais. Interpol has issued a red notice for self-proclaimed eco-terrorist Paul Watson. Where is Paul Watson? The feds are urging anyone who know of his whereabouts to contact authorities. If he were to pop up in any country, really, who's part of Interpol, the police forces in that country could arrest him. Japan is after him as well, Yes. obviously Costa Rica.
Marque A et B. Marque C. Où est-ce que je serais aujourd'hui sans tout ça? C'est compliqué. Je suis arrivé à Vancouver fin 67, début 68, je crois. Je n'avais pas un sou en poche, je vivais dans un bunker sur la plage de Wreck, près du campus universitaire. J'essayais de mener de front des études et des petits boulots, et j'ai fini par être embauché comme matelot sur un navire marchand norvégien. On a levé l'ancre à Vancouver et on est allé jusqu'en Irak, au Mozambique et en Afrique du Sud avant de rentrer. Quand je suis revenu en octobre 69, il y avait une manifestation à l'Arche de la Paix à la frontière canado-américaine. C'était pour protester contre les essais nucléaires sur l'île d'Amchitka. C'est là que j'ai rencontré des manifestants avec qui on a formé le comité Don't Make a Wave. Il y avait deux groupes, le Sierra Club, dont je faisais partie, et les Quakers, qui étaient pacifistes et antinucléaires. Le Sierra Club s'inquiétait de l'impact écologique des essais nucléaires. J'avais 18 ans, j'étais le benjamin des membres fondateurs. On s'est demandé ce qu'on pouvait faire. Les Quakers avaient envoyé un navire dans l'atoll de Bikini en 1956 pour protester contre les essais là-bas. Alors on s'est procuré un bateau. À la fin d'une de nos premières réunions, quelqu'un a fait le signe de la paix en partant. Et Bill Darnell, l'un de nos premiers membres, a dit « la paix verte », Greenpeace. Bob Hunter trouvait que c'était un super nom, donc ça a été d'abord le nom du navire. J'étais le seul à avoir déjà navigué en mer. Alors je suis devenu second. On était tous journalistes de presse ou de télé. Moi, je travaillais pour le Georgia Strait. J'étudiais le journalisme à l'université Simon Fraser. Les médias, on connaissait. Bob Hunter a inventé le concept de bombe mentale. Aujourd'hui, on dirait vidéo virale. Il voulait qu'on balance des bombes mentales dans les médias grand public. Our last port of call before making the run to Amchitka. Everyone on the ship is cheerful and looking forward to the challenge. Amchitka était une réserve naturelle. On ne pouvait pas y entrer armé d'un fusil, mais on pouvait faire exploser une bombe de 5 mégatonnes sous l'île. L'onde de choc tuait des phoques et des otaries. C'était contre ça que je voulais me battre. Cette campagne a eu un grand retentissement. Bob Hunter a dit « S'il faut qu'on fasse les clowns la tête en bas pour attirer l'attention, c'est ce qu'on fera. » Ils ont arrêté les essais après ça. Les équipages des baleiniers du XVIIe et du XVIIIe siècle racontaient qu'ils croisaient un nombre ahurissant de baleines. L'océan était rempli de cétacés. C'est difficile de savoir combien il y en avait. Les baleiniers américains n'avaient pas besoin d'aller très loin. Les baleines étaient tout près de leurs côtes. Mais en 1850, il fallait faire le tour du monde pour chasser la baleine. Ils les avaient décimées. C'était l'industrie pétrolière de l'époque. Greenpeace ne se focalisait pas sur les baleines au début. You are a child of the universe, no less than the trees and the stars. You have a right to be here. C'est Paul Spong qui nous a dit qu'il fallait faire quelque chose. J'ai sauté sur l'occasion, Bob Hunter aussi. Oui, il faut s'occuper des baleines. Alors on a lancé la mission Greenpeace 5 pour s'attaquer aux baleiniers russes. Mais on ne savait pas où les trouver. I would think that this area here would be the best one to go for. Hello from the Greenpeace 5. There's just a big gray ocean around here, but we haven't seen any whales yet. Contre toute attente, on a croisé la flotte baleinière soviétique à 100 km de la côte de Mendocino, en Californie.
There's nine boats. 1, 2, 3, 4, 5 over there. There's one by the Vostok, and there's 3 over here. So we'll put the Zodiacs out, run over and have a damn good look at it. On a d'abord vu une baleine morte. That's a goddamn baby whale, for Christ's sake. It's only about... How long is that? Je suis monté dessus pour la mesurer et je me suis rendu compte qu'elle était petite. What do you say, Paul? How long do you think it is? How long? About 18 feet. On parlait depuis longtemps de ce qu'on allait faire. On voulait s'interposer entre les harpons et les baleines. On lisait beaucoup Gandhi à l'époque et on était adeptes de sa philosophie. Je pilotais le Zodiac. Bob Hunter et moi, on s'est trouvés nez à nez avec le baleinier qui fonçait sur nous à toute vitesse. Le harponneur nous regardait. En levant les yeux, on l'a vu accroupi derrière le harpon, prêt à tirer. Je manœuvrais pour le gêner à chaque fois qu'il essayait de viser. Le capitaine soviétique est arrivé en courant et s'est mis à hurler dans l'oreille du harponneur. Puis il s'est tourné vers nous, il a souri et il a fait glisser son doigt sur sa gorge. Alors j'ai compris que la philosophie de Gandhi n'allait pas marcher. Peu après, il y a eu une terrible explosion. Un harpon a survolé nos têtes et s'est planté devant nous dans le dos d'un cachalot qui faisait partie d'un groupe de 8. C'était une femelle. Son cri ressemblait à celui d'une femme à l'agonie. Il y a eu une marée de sang. Tout est allé très vite. Tout à coup, on a vu le plus gros mâle du groupe sauter, puis plonger à nouveau. Sa queue a frappé la surface de l'eau. C'était comme un coup de tonnerre. Il a disparu sous les flots et il est passé sous notre bateau. Ensuite, il a surgi de l'eau pour attaquer le harponneur et protéger son groupe. Mais les chasseurs l'attendaient. Ils savaient ce qu'il allait faire et ils ont tiré un autre harpon. Le cachalot se débattait de douleur. J'ai vu son œil quand il s'agitait à la surface, puis il a plongé. Et là, une traînée de bulles de sang a foncé dans notre direction. Il a sauté à un angle qui aurait pu l'amener à s'échouer pile sur nous. Sa tête est sortie de l'eau juste à côté de moi. J'étais si près que j'aurais pu faire le tour d'une de ses dents avec mes doigts. J'ai regardé son œil. J'ai vu qu'il comprenait ce qu'on avait essayé de faire. Il aurait pu nous tuer. J'ai vu son œil disparaître. Et il est mort. J'ai une dette personnelle envers ce cachalot. Il a choisi de ne pas nous tuer. J'ai vu de la pitié dans son œil. Pas pour lui-même, mais pour nous. Comment pouvions-nous faire une chose pareille? Et pourquoi? Au milieu de l'océan, dans ce bateau, je me suis demandé pourquoi ils font ça. Ils les tuaient pour obtenir de l'huile. L'huile de baleine servait entre autres à fabriquer des missiles balistiques intercontinentaux. C'est pour ça qu'elle avait tant de valeur pour les soviétiques. Alors j'ai pensé, on tue ces créatures magnifiques et intelligentes qui ont une vie sociale complexe et une conscience de soi, tout ça pour fabriquer des armes pour l'extermination de masse des humains. Et je me suis dit, on est fous. Ça a été un moment décisif pour moi. Dès lors, j'ai décidé de consacrer ma vie à la faune marine.
Après la campagne pour les baleines, j'ai proposé le même genre d'action dans d'autres domaines. La chasse aux bébés phoques m'a toujours choqué. C'était le plus grand massacre d'animaux marins sur toute la planète. Ça l'est toujours. C'est une activité cruelle. En fait, c'est comme si on décidait d'aller briser le crâne d'une portée de chaton. Ils sont totalement sans défense. Ils sont chez eux, sur la glace, et vous regardent avec leurs grands yeux. Il faut vraiment être sans pitié pour les matraquer comme ça. Quand j'ai parlé de mon projet aux gens de Greenpeace, la plupart étaient contre. L'idée était de sauver les bébés phoques en aspergeant leur fourrure d'un colorant indélébile afin d'en annuler la valeur économique. They kill the baby seals because they want the white fur. Well, they won't be getting white fur, they'll be getting green and white fur. Quand on est arrivé à Saint-Anthony, à Terre-Neuve, il y avait un barrage routier. Les gens du coin avaient pris des cordes et menaçaient de nous lyncher. Bob Hunter et Pat Moore étaient là. Ils se sont laissés intimider. There are 900 species on the endangered list, and Greenpeace is concerned with all of them. But one of the species that's on the endangered list is the Newfoundland fisherman, and we're concerned with him too. Bob leur a donné nos paquets de colorants verts pour qu'on ne puisse pas asperger les phoques. Il a dit qu'on ne s'en prendrait qu'aux chasseurs norvégiens. Je me suis senti trahi. C'étaient mes amis. On s'est rendu sur la banquise avec une nouvelle stratégie, à savoir bloquer les phoquiers. Bob et moi, on a bloqué un navire norvégien dans la glace. On s'est mis devant lui. Il continuait d'avancer. La glace se fendait sous nos pieds. Un des chasseurs sur la banquise criait au capitaine « Il refuse de bouger ». J'essayais de me coordonner avec Bob. J'ai dit « Si la glace cède, je plonge de ce côté-ci et toi de celui-là. Il ne faut pas qu'on plonge au même endroit. » Il a répondu « Je ne bougerai pas. » Alors j'ai dit « Dans ce cas, moi non plus. » On a tenu bon, on a bloqué le navire sur place. On est revenu au printemps suivant. On a été beaucoup plus agressif avec les chasseurs. J'en ai arrêté un qui s'apprêtait à tuer un bébé. Je lui ai arraché sa matraque et je l'ai jeté dans l'eau. Ensuite, j'ai pris le phoque et je l'ai emmené en sûreté. Les chasseurs traînaient sur la glace des piles de peaux ensanglantées. Ils les plongeaient dans l'eau et les remontaient sur le flanc du bateau. Je me suis suspendu au câble qui tirait les peaux sur le pont. Ils m'ont traîné moi aussi sur la glace, avec la pile de peaux ensanglantée. Ils m'ont plongé dans l'eau glacée et tiré le long du flanc du bateau. Puis ils ont lâché le câble pour que je retombe dans l'eau. Ils m'ont ressorti et replongé dans l'eau pour que je sois trempé à chaque fois. Au lieu de me ramener à terre dans l'hélicoptère de la police, ils m'ont remonté dans le phoquier. Il m'a fallu une nuit pour me remettre de l'hypothermie.
Tout le monde à Greenpeace avait soutenu ces actions sur le moment. Ce n'est que 2 mois plus tard qu'on me les a reprochées. Quand Pat Moore est devenu président de Greenpeace, il m'a accusé de mener une campagne trop violente. Il a convaincu tout le monde de m'exclure du conseil d'administration. C'est ce qui m'est arrivé de mieux, d'être viré de Greenpeace. Sea Shepherd a été conçu comme une ONG anti-braconnage. On n'est pas là pour protester, mais pour cibler les opérations illégales. On pratique la non-violence agressive contre les braconniers. Je suis venu de France, vous savez pourquoi? À cause du massacre des bébés phoques. J'ai très vite compris que les 4 piliers de la médiatisation sont le sexe, le scandale, la violence et la célébrité. Pour chaque campagne, il fallait exploiter ces 4 éléments. Greenpeace se contentait de brandir des banderoles, prendre des photos et observer. Moi, c'est pas mon truc. Pour moi, être témoin et ne rien faire, c'est très lâche. Well, what we deliberately go out to do is to protect marine mammals, and if that involves confrontation, then so be it. C'est illégal? Alors on y va. C'est notre devoir moral d'empêcher ces criminels de violer et de piller la nature à leur guise, de détruire les trésors que cette planète a à nous offrir à tous. Si on voit une femme subir un viol dans la rue ou un chaton être piétiné à mort, on ne brandit pas une banderole, on ne prend pas de photos. C'est la même chose quand on voit une baleine mourir. Il faut intervenir. Combien de fois avez-vous risqué votre vie? Oh, je n'en ai aucune idée. Aucune idée. Je ne les compte pas. Je n'ai jamais tenu ce genre de compte. Vous avez déclaré que vous n'aviez pas peur de mourir quand vous vous mettiez dans des situations dangereuses. C'est vrai? Oui, je n'ai pas cette peur. Non, je pense que ça remonte à mon enfance. Parce qu'une fois, j'ai vraiment failli mourir. Plus d'une fois même. Et je m'en suis remis. Mais du coup, j'ai appris très tôt que si on surmonte la peur de mourir, on n'a plus peur de rien. Je vivais dans la baie de Passamaquoddy, où les grandes marées étaient les plus hautes du monde, jusqu'à 26 mètres. On jouait aux pirates. Je me suis fait attacher au mât d'un bateau échoué, et après, les autres m'ont oublié, comme ça peut arriver à des enfants qui jouent. La marée montait de plus en plus haut. J'en ai eu jusqu'à la poitrine. J'ai crié à l'aide, mais il n'y avait personne. C'était horrible de voir l'eau monter et de me rendre compte que je ne pouvais rien y faire. L'eau continuait à monter et finalement un groupe d'adolescents m'a entendu et ils sont venus me détacher. Mais juste avant, je m'étais dit que j'allais me noyer et j'en étais arrivé à accepter cet état de fait. Je n'ai plus jamais eu peur. J'ai grandi dans un village de pêcheurs. Je me rappelle les pièges à homards étalés sur 2 kilomètres, empilés le long de la route jusqu'au centre du village. On reconnaissait les pauvres à l'école parce qu'ils mangeaient des sandwichs au homard sur du pain maison. C'était la honte. Ils essayaient désespérément de les échanger contre des sandwichs à la mortadelle ou au beurre de cacahuète. Je suis l'aîné de 7 enfants. J'ai 3 frères et 3 sœurs. Vers l'âge de 8 ans, je suis allé pêcher avec mon père. Il attrapait truite sur truite dans la rivière. Il en prenait 30 ou 40, mais il n'en gardait que 5 ou 6 parce qu'il ne voulait que les plus grosses.
Mon père était violent et cruel. Il n'avait aucune compassion. Naturellement, je me rebellais. À 10 ans, j'ai passé l'été à nager avec une famille de castors. Je me suis bien amusé, seul avec ces castors. L'été suivant, je suis retourné au même étang et ils n'étaient plus là. J'ai posé des questions aux riverains et j'ai appris qu'un trappeur était venu les prendre. Il les avait tous emmenés. Pendant l'hiver, j'ai parcouru les sentiers de piégeage pour libérer les animaux et détruire les pièges. Ma mère était douce avec les animaux. Elle était gentille. Elle nous a même appris à ne pas faire de mal aux insectes, en regardant où on mettait les pieds, par exemple. Elle était très instruite. Je me demande bien pourquoi elle a épousé mon père. Ça m'a toujours gêné qu'elle soit si passive. Mon père la maltraitait comme il nous maltraitait. Ça m'a marqué toute ma vie. Je n'ai aucune tolérance pour les hommes qui se montrent violents. Il a quitté ma mère et tous ses enfants. On n'avait pas eu de nouvelles de lui depuis 2 ans quand il est revenu, le lendemain de sa mort. Elle est morte en couche. Le bébé était mort-né. Il a provoqué une infection. J'ai voulu la voir la veille de sa mort. On ne m'a pas laissé entrer sans un adulte. Le lendemain, elle était morte. Mon père nous a emmenés à Toronto. En quelques jours, notre monde s'était effondré. Après ça, je fuguais tout le temps. C'était toujours une aventure. Je ne savais jamais où j'allais. Le Sierra était le baleinier pirate le plus tristement célèbre en 1979. They use the fact that whales help each other. A whale's been harpooned and other whales have come to its assistance to raise it to the surface to prevent it from drowning, and they take advantage of that to harpoon those whales which are coming to the assistance. All of these whales have been killed in areas that are totally off limits to whaling. Je connaissais son existence depuis des années et j'avais essayé de convaincre Greenpeace de s'y attaquer en vain. J'ai emmené le Sea Shepherd à Boston et j'ai publié une annonce dans un journal local pour recruter un équipage. On a appareillé de Boston pour traverser l'Atlantique. À environ un jour des Açores, j'ai stoppé les machines parce que des centaines de tortues kawa nageaient devant nous. Ça nous a retenu 1 heure, 1 heure et demie. À midi pile, le lendemain, j'ai vu le bateau. J'ai vu un grand S sur la cheminée et j'ai su que c'était le Sierra. Si les tortues ne nous avaient pas arrêtés, on l'aurait manqué. Dès le début, j'avais l'intention de mettre ce navire hors service. Mais je ne pouvais pas le faire sur place, dans la houle, sans mettre des vies humaines en danger. Alors je l'ai poursuivi jusqu'à un port dans le nord du Portugal. On était 20 en tout, moi compris. J'ai appelé l'équipage et j'ai dit « Je vais percuter ce navire. On va le mettre hors d'état de nuire pour qu'il ne puisse plus jamais tuer de baleines. Je vous laisse le choix. Mais si vous restez avec moi, vous allez certainement vous retrouver en prison au Portugal. Vous pourriez même être blessé. À vous de voir. Soit vous débarquez, soit vous me suivez. Vous avez 10 minutes pour vous décider. 10 minutes plus tard, 17 étaient sur le quai. Heureusement, les 2 qui sont restés étaient le chef mécanicien et le 3e mécanicien.
3 of us took the Sea Shepherd out and gave the Sierra a warning blow in order to get its crew members up on deck to see what was going on. And so once they were up on deck, we came in on the port side and hit them at 12 knots full into the midship section of the ship, which ripped a 6-foot by 8-foot hole in the ship. We were going to hit them a third time, but they got their engine started and went from a dead stop to full speed ahead. And as a result of that, their engine bearings were destroyed. So the ship has been permanently damaged. Certains nous critiquent en disant qu'il est injuste de demander à des gens de risquer leur vie pour protéger les baleines. Mais je ne suis pas d'accord. Notre société demande à des jeunes gens de risquer leur vie, de sacrifier leur vie et d'ôter la vie à d'autres au nom de forages pétroliers, de biens immobiliers, de drapeaux ou de religion. Pour moi, il est beaucoup plus noble de mettre sa vie au service d'espèces ou d'habitats menacés. In Iceland, they're checking the damage. Early Sunday, someone scuttled 2 whaling boats. We served warning on Iceland last. Paul Watson is telling the world they were his men, members of a whale conservation group called the Sea Shepherd Society. At about 10:30 Vancouver time last night, our crew were able to get on board 2 of the ships and open the seacocks in the engine rooms, flood the engine rooms, and sink both vessels. And they were able to get themselves out of Iceland this morning. How many people were involved? I can't say how many people are involved right now. I will be in a couple of days when they're securely back in their own countries of origin. This is really the birth of terrorism in the name of the rights of mammals, because you have decided that the Icelanders shouldn't do this. Terrorism is when you cause injury or death to innocent people. There are no innocent people involved in here. You plead guilty, however, to masterminding this operation. I plead responsibility for this. However, I don't feel guilty. I feel quite elated that we were able to go in there, get the job done, enforce the regulations, cripple the Icelandic whaling fleet, and at the same time we were true to our primary objective, and that is we do not cause any injury. We have never caused any injury. By happenstance? Not by happenstance at all. Well, tell me we could have taken all 4 vessels out. The only reason we did not do so is because there were watchmen on 2 of them. And although scuttling the vessels sinks the vessels slowly, we could not rule out the possibility of a heart attack. Therefore, we only took out 50% of the fleet. Well, you left them the other half. You'll do that next year. If we get an opportunity to do so. Well, even at this age, they're pretty docile. Nice and warm. Look at the camera. Look at the camera. Après 1983, le marché des fourrures d'animaux marins s'est effondré à cause de la mauvaise publicité. Jusqu'en 1995 environ, la chasse aux phoques a pour ainsi dire cessé. C'est seulement grâce à d'énormes subventions d'État qu'elle a repris au milieu des années 90 et qu'elle se poursuit au XXIe siècle. The Sea Shepherd Conservation Society has come up with an idea to provide an alternative. A cruelty-free, non-lethal form of sealing, because these little white coats here lose their hair after 3 weeks. It's naturally molted. It can be collected and cleaned and made into products like bed comforters or clothing. Gently around the eyes. Yeah. Je me suis rendu compte que ça leur plaisait. Je pensais avoir trouvé le moyen de réconcilier les chasseurs et les défenseurs des phoques. At first, when we went out to the Magdalen Island, I thought we might not even have a story. Paul Watson was going out there, along with actor Martin Sheen, not to confront the sealers, but to offer them an alternative way of making a living without having to kill the seals. Les chasseurs se sont réunis, ils se sont mis à boire, et ça a dégénéré en manifestation. Les mots exacts du meneur ont été « on n'en a rien à faire de cette idée farfelue. Les phoques, il faut les matraquer, pas les caresser ». Mr. Watson is not welcome in Magdalen Island, so they're going to where he's staying and tell the owner he's not desirable here. Okay, are they doing that right now? Yeah. You need to get out of here with your film. They're coming back. They're coming back from the airport. They're going to get everything, okay? Ils étaient très en colère et très saoux, mais je ne comptais pas me laisser faire. Ils ont défoncé la porte et je me suis retrouvé face à une 50aine de chasseurs dans ma petite chambre. Il y a eu une hésitation, puis l'un d'eux m'a frappé à la tempe. J'ai pu en assommer 3 avec mon pistolet paralysant, mais les autres se sont engouffrés. C'était comme une avalanche.
Ça a tourné à la bagarre. Un type a cassé le carreau derrière moi avec son poing, il s'est coupé et a mis du sang partout. 4 policiers sont entrés, ils m'ont extirpé de la chambre à travers la foule qui me donnait des coups. Ils m'ont amené sur le parking et jeté à l'arrière d'une voiture de police. Là, un chasseur de phoques a sauté sur la banquette et une brique a volé à travers la vitre passager. Le type à côté de moi me frappait. J'ai dû lui donner un coup de coude dans la tête pour qu'il me lâche. Et on est parti. Ils avaient fait venir un avion. Ils m'ont jeté dedans sans manteau, sans papier d'identité, sans argent, et on a décollé. Ils l'ont attaqué à la hache, auberge Madélie. Le problème, c'est que j'avais les clés dans ma poche. Je n'ai pas eu l'occasion de les rendre quand on m'a jeté dehors. La poignée, on a dû me la rapporter. On considère que nos clients sont les créatures de l'océan. Les baleines, les dauphins, les requins, les poissons, les tortues, ce sont nos clients. Alors quand les gens critiquent nos actions, on répond « Nous défendons les intérêts de nos clients ». On se préoccupe peu de ce que disent nos détracteurs. I don't care if it rains or freezes as long as I got my plastic Jesus. Now, New Mexico, 50,000-60,000 people have gone to the pilgrimage to see the face of Jesus in a tortilla. À la fin des années 80, on a découvert l'île Cocos. Il y avait toujours des braconniers. Je ne manquais jamais une occasion de les chasser. En 2001, au large de ces côtes, on a croisé un grand palangrier équatorien. Il pêchait le requin. Alors on est intervenu. C'est le premier navire à avoir été confisqué par la justice du Costa Rica pour pêche illégale. Ça nous a valu l'appui des Rangers. La rumeur s'est répandue parmi les pêcheries que le navire de Paul Watson était dangereux. Alors pendant un moment, ils ont commencé à avoir peur. Quand son bateau était là, il n'osait plus venir dans les eaux du parc national de l'île Cocos. Je trouve que Cocos est la plus belle île tropicale au monde. Elle a inspiré à Stevenson l'île au trésor. J'adorerais renouveler le partenariat entre Sea Shepherd et le gouvernement du Costa Rica pour protéger l'île Cocos. J'y ai constaté le lent déclin de la biodiversité en 30 ans. Dans un endroit aussi beau et intact, il faut lutter pour faire respecter l'interdiction de pêcher. Il y a des écosystèmes qui devraient être totalement protégés des humains. Si on ne peut pas sauver Cocos, comment sauver d'autres habitats? L'île Cocos est l'un des principaux points d'agrégation de requins du Pacifique tropical oriental. Paul Watson est venu proposer une protection permanente. Randall Araoz est l'un des leaders de la défense des écosystèmes marins au Costa Rica. Il se consacre entièrement à des endroits comme l'île Cocos. On met des balises sur les squales qui passent près de nous pour connaître leurs mouvements. Ceux qui vivent à Cocos sont sous la responsabilité du Costa Rica. Mais s'ils vont vers d'autres îles, la responsabilité est partagée avec les autres nations. Les requins sont l'une des grandes réussites du monde animal. Ils parcourent le globe depuis 450 millions d'années. Ils ont influencé l'évolution.
Chaque poisson dans l'océan doit sa couleur, son camouflage, sa vitesse, son comportement à ce superprédateur. Quand un squale nage à quelques mètres de nous et qu'on le voit nous jauger du regard, c'est indescriptible. On pourrait presque entendre de la musique classique dans sa tête en les regardant nager avec tant de grâce. On assiste depuis quelques décennies à un massacre qui menace gravement beaucoup d'espèces de requins. Environ 90 millions de requins sont tués chaque année, essentiellement pour le commerce des ailerons, qui sont très demandés en Chine. On en fait de la soupe, qui prend le goût du poulet ou du porc avec lequel c'est cuisiné. Ça coûte cher et c'est un signe de richesse extérieure très prisé pour les mariages ou autres. Il y a 3 lois fondamentales de l'écologie. Premièrement, la diversité, car la force d'un écosystème dépend de sa variété. Deuxièmement, l'interdépendance. Toutes les espèces qui composent cette diversité dépendent les unes des autres. Et troisièmement, la finitude des ressources. Il y a une limite à la croissance, à la capacité de charge. Ce qui se passe quand la population humaine augmente trop, c'est que nous volons la capacité des autres espèces. Elles finissent par disparaître, ce qui diminue la biodiversité et l'interdépendance. Ça rompt l'équilibre entre ces 3 éléments. Aucune espèce ne survit sur cette planète sans ces 3 lois fondamentales de l'écologie. Ça, c'est le journal. J'essaie de voir de quel bateau. Ah, c'est la traversée du Steve Irwin, de Hobart à Fremantle. Ça, c'est celui du Farley Moat. En quelle année? 2006. On en a des centaines de ces carnets. Est-ce qu'il y en a un en particulier qui compte plus que les autres pour vous? Celui du Costa Rica est probablement l'un des plus intéressants. On est tombé sur le Varadero 1 le matin du 22 avril. J'allais au Costa Rica signer un accord avec le ministère de l'Environnement pour la protection de l'île Cocos. Rob Stewart tournait son film Les Seigneurs de la mer. Il était à bord et il filmait. On traversait les eaux guatémaltèques quand on a croisé un navire costaricain, le Varadero 1. Son équipage amputait des requins. Ils les sortent de l'eau et s'en débarrassent le plus vite possible. Ils les remontent dans le bateau, leur tranchent les nageoires et les rejettent à l'eau. Ils ne se donnent même pas la peine de les tuer, ils les laissent sombrer jusqu'au fond. Comme le requin ne peut plus nager, il coule et meurt lentement. La chair de requin n'a pas beaucoup de valeur, seulement ses nageoires. Imaginez que je vous donne une boîte, à peu près de cette taille, en disant « Ne revenez de la pêche que quand cette boîte sera pleine ». Vous allez en mer et vous attrapez un requin. Vous attrapez ce requin et il remplit toute la boîte. En revanche, si vous rejetez leur corps, vous avez la place pour les nageoires d'une vingtaine de requins. C'est beaucoup plus lucratif. On ne ferait jamais ça à un animal terrestre.
Ils ont pris un autre requin. C'est vrai? Ouais, ils en ont 2. Dans les eaux du Guatemala, ils n'ont pas le droit. Juste là. On est à 235 km au large du Guatemala. Ils sont à 90 km à l'intérieur de la zone de pêche guatémaltèque. J'ai contacté le gouvernement du Guatemala qui nous a autorisés à les arrêter. Le Sea Shepherd s'approchait de nous. Ils nous ont demandé ce qu'on faisait. Et j'ai dit qu'on pêchait, mais qu'on avait des problèmes de moteur. Seulement, il se trouve qu'à ce moment-là, le courant nous tirait vers le Guatemala. Ils ont dit qu'ils avaient dérivé d'un pays à l'autre. Ça arrive trop souvent. Il faut que ça cesse. Ils avaient des lignes dans l'eau, ils attrapaient des requins, ils découpaient leurs nageoires et ils rejetaient les corps dans l'eau. On va passer devant et détruire leurs lignes. Chopez-la! Attrapez le fanion! Elle est où l'autre? Ils vont ramasser leurs lignes et venir avec nous après. D'accord. On les a remorqués vers San José, au Guatemala. Ils disent qu'on va casser leur bateau. Ils préfèrent nous suivre. D'accord. On a appelé le propriétaire et on lui a expliqué la situation. Ensuite, il a contacté les gardes-côtes. Mais ils n'ont aucun pouvoir, ni au Guatemala, ni au Costa Rica. J'ai fait demi-tour et on est reparti. Ils prennent la fuite. On va aller les chercher. L'équipage m'a dit, ils vont nous tuer. Ils traînent un requin. On va se rentrer dedans. Attention! Leur bateau nous a poursuivis et nous est rentré dedans. C'est comme quand un camion emboutit une petite voiture. C'est violent. Ils ont prétendu que j'avais essayé de les tuer. Si c'était le cas, ils seraient morts. Oui, ils acceptent d'aller à San José. Le capitaine du port de San José savait qu'on les ramenait. Mais 80 km plus loin, on a appris qu'on allait se faire arrêter, nous. J'ai compris qu'il y avait eu des pots de vin. J'ai dit, tant pis, qu'ils se débrouillent. On a repris la direction de Punta Arenas au Costa Rica. Et là, la police est montée à bord. Je suis procureur au Costa Rica. Et madame est la juge. Ça, c'est notre journal de bord. On note tout ce qu'on fait. On m'a collé 8 chefs d'accusation pour tentative de meurtre. Ils n'ont pas le droit d'amputer des requins, de pêcher dans les eaux guatémaltèques et de pêcher hors du Costa Rica sans permis. Au tribunal, on a montré le film. Ils n'ont pas eu le choix. Il n'y avait aucune preuve qu'on ait voulu tuer qui que ce soit. Les charges ont été abandonnées, on est retourné sur le bateau. Quelques jours plus tard, la police est revenue avec un autre juge, et cette fois, j'ai eu droit à 8 chefs d'accusation pour voie de fait envers les pêcheurs. On est retourné au tribunal, on a remontré le film et les charges ont été abandonnées. Et je n'en ai plus entendu parler pendant 10 ans. On a toujours filmé nos actions. On a toujours eu des caméras ou des appareils sur nos navires. Dans la culture des médias, s'il n'y a pas d'image, ça n'existe pas. The effect of TV is quite independent of the program. There is a huge technology involved in TV, and the effect of that huge service environment on you personally is vast. Quand j'étudiais la communication à l'université Simon Fraser, j'ai eu la chance d'assister aux conférences de Marshall McLuhan. Il m'a beaucoup appris sur la nature des médias. Il faut comprendre ce qu'ils sont et comment on peut les utiliser. Il y a des médias froids et des médias chauds.
Quand un sujet chaud est communiqué via des médias froids comme les journaux, il y a peu d'investissement de la part des lecteurs. Ils lisent les informations, mais ils ne se sentent pas concernés. La télévision est le média le plus efficace pour faire passer un message. Sautez sur le ponton, toutes les caméras sont là. Ils l'ont jeté à l'eau et vous ne faites rien. The might of America's media has arrived. ABC, NBC, Good Morning America. So they've all come over here to the Sea Shepherd to talk to Captain Watson, which I'm sure pleases him no end. Any painter, any poet, any artist, any musician sets out to create an effect. He sets a trap to catch somebody's attention. That is the nature of art. And TV is a popular folk art. On est au large de l'Antarctique et voici le Nishin Maru, le plus grand baleinier au monde. J'ai démarché toutes les télés pour vendre le concept, dont la chaîne qui diffusait le plus gros carton du moment, Péril en haute mer. J'ai dit, votre série montre des hommes qui vont dans des eaux hostiles et froides pour pêcher le crabe. Je vous propose des hommes et des femmes qui vont dans des régions encore plus dangereuses et glacées pour protéger les baleines. C'est plus intéressant que d'attraper des crabes semaine après semaine. Une des tactiques à essayer, c'est d'aller à l'abordage du Nishin Maru. Si on a des gens à bord qui se font prendre en otage par les baleiniers japonais, ça mettra l'Australie dans une position diplomatique très délicate. On voulait faire cette émission pour que le monde entier soit au courant des activités illégales du Japon dans l'océan austral. Allez-y, allez-y. On est à bord! Maintenant, il faut informer les médias que 2 otages sont retenus à bord. 2 des nôtres sont séquestrés sur le Yushin Maru. Ils les ont attachés tous les 2 au bastingage. Le Japan Times. Ils chassent dans le sanctuaire de baleines de l'océan austral en violation du moratoire international. Oui, on les filme par hélicoptère et on a aussi un bateau rapide dans l'eau. Ça fait moins peur parce qu'ils ne sont pas encerclés. Oui, la bonne, c'est celle avec Giles. Quand ils crient, je suis d'accord. Sur la photo qu'on a, visiblement, ils souffrent. 2 members of the Sea Shepherd Conservation Society boarded a whaling vessel. 在南極洲作業嘅日本捕鯨船扣押咗2個強行登船嘅環保船嘅船員。 Ils détruisent nos océans. Ce sont des criminels. The clown, the international motley of our time, the clown is trying to tell us his grievance. His job was to tell the royalty exactly what was wrong with the society. He often lost his head in the process. Come on, listen up, salty sea dog. Je ne trouverai personne à embaucher pour faire ce que ces bénévoles font gratuitement. In the name of King Neptune, with this sword I hereby dub thee the Black Tip. On n'est pas une grosse ONG. Le budget annuel de Sea Shepherd est de 12 millions de dollars. Comparé à Greenpeace, qui a un budget de 400 millions par an, on est petit. Il faut vraiment être dévoué à la cause pour y consacrer autant de temps et d'énergie et pour prendre tous ces risques. Nos bénévoles viennent du monde entier. On a au moins 25 nationalités différentes. On est la belle de nuit du mouvement écologiste. Plein de gens partagent nos idées, mais ils ne veulent pas être vus avec nous à la lumière du jour. There is no right answer, Peter. He wants me, Captain. He wants me. Well, good!
à la rare baleine, bravant la tempête pleine. Chez elle, dans l'océan, un géant fort et droit, où la force fait loi sur l'infini régnant. Les biens de propriété dans notre société ont plus de valeur que le vivant. La propriété est sacrée, la vie est jetable. Le mur des lamentations à Jérusalem est un monument sacré, alors que la forêt pluviale d'Amazonie ou la grande barrière de corail en Australie peuvent être exploitées. Mais en réalité, ce sont aussi des biens de propriété. La forêt appartient aux ours, l'océan appartient aux cétacés. On leur vole leurs biens. Il y a des baleines juste devant eux, tu les vois? Ça craint. Tiens bon, ma grande. Passerelle, j'écoute. Je suis à vos 3 heures, je traque le Yushin Maru 3 qui pourchasse 2 baleines. Elle nage à 31 km/h pour essayer d'échapper au navire. On est trop lent. 26 km/h. Ah, merde. On peut accélérer? Ça craint vraiment. Il faut y aller. Il faut se faire, ces salauds. Il a la main sur la détente. Bougez, les amis. Ah mais non, à fond quoi? Continuez de bouger. Bon sang, ils vont vite. Ils se rapprochent. Oh, c'est pas vrai. Ils l'ont eu. On n'est pas assez rapide. On fait ce qu'on peut avec les ressources qu'on a. Au milieu des années 40, on a constaté que les populations de cétacés étaient en voie d'extinction. La Commission baleinière internationale a alors été formée pour empêcher qu'elles ne disparaissent complètement. Au milieu des années 70, les associations écologistes se sont impliquées et ont commencé à avoir de l'influence. Grâce à elles, un moratoire mondial sur la chasse à la baleine a été décidé à partir de 1987. Cette année-là, le Japon a déclaré « On ne chasse plus les baleines, on les étudie pour la recherche ». Personne n'y a cru une seconde. Ça n'a rien à voir avec la recherche. Les Japonais font ça en toute impunité parce que le Japon est une grande puissance économique et il enfreint les lois sans vergogne. C'est pour l'opération Waltzing Matilda que nous avons inauguré le Bob Barker. Nous utilisions aussi l'Adigil. Il ne nous appartenait pas, mais on avait formé une alliance avec son capitaine, Pete Bethune. Il jouait un rôle d'éclaireur pour repérer la flotte japonaise, parce qu'il était très rapide. On devrait pouvoir se placer devant eux et l'agiter sous leur nez.
Comme ça, ils prendront peur et ils changeront de cap. Il a commencé à harceler les navires harponneurs. Prépare-toi à jeter l'entrave! Toute la flotte met des gaz pour nous échapper. Je sais pas lequel des deux poursuit l'autre. On n'a qu'à rester là pour économiser du carburant. Pete Bethune restait immobile dans l'eau. Il n'avait pas de stratégie, en fait. Faut qu'il fasse demi-tour, là. C'est pas vrai. Ils l'ont heurté. Ils ont arraché les traves. Préparez le câble. Il y a plein de débris dans l'eau. On va sortir les canaux. Il a foncé droit dessus, putain. Mettez vos combinaisons de survie. Tu les vois? Non, je vois personne. Paul, on a un problème. Le Shonan Maru 2 vient d'emporter la proue de Ladyguild. Il a délibérément foncé sur Ladyguild et mis en danger la vie de notre équipage. Nous allons mettre un Zodiac à l'eau pour lui porter assistance. Si vous faites la moindre manœuvre susceptible de menacer des vies, nous n'hésiterons pas à nous défendre. C'est compris? Ok. We've got some dramatic video to show you a clash in the Arctic Ocean caught on tape. One person on the smaller boat was injured. Joining me now by phone is Paul Watson. It was our Harpoon interceptor vessel. It's a very fast boat. And it's a miracle that nobody was killed. Criminal acts are taking place down here. Not only are they poaching whales, but they're assaulting us, they're damaging our property, they're threatening our lives. Dommage, on a perdu un super bateau. Un bateau, ça se remplace, pas une espèce. Ouais. Il paraît que tu veux rester et rentrer avec nous. Mais ça vaudrait le coup d'aller parler aux médias australiens et néo-zélandais, autant que possible. Tu veux pas qu'on aille sur ces navires japonais? Tu penses pouvoir monter à bord? Ce sera pas facile, mais ça doit être faisable. Ouais. Et puis, j'aimerais bien aller au Japon. Peu de gens sur ce bateau seraient prêts à affronter un procès là-bas. Je suis le mieux placé pour ça, en tant que capitaine de Ladyguild. D'accord. Si c'est ce que tu veux, je suis ouvert à cette idée, bien sûr. Je comprends. Il voulait être confronté au capitaine du Shonan Maru qui avait détruit son bateau. Il voulait une résolution légale, quelle qu'elle soit. Ouais, ça va aller. Bien, je mets en position 0. Un clic, tout va bien. 2 clics, c'est qu'il essaie de monter à bord. Il faut 2 clics. Chut. C'était quoi ça? Un clic, un clic. Un clic. Ça va? Ouais, on est tout prêt. Tiens bon, Pete! Il est à bord. Ça y est? Il est à bord? Ils ont délibérément fracassé son trimaran, sans aucune répercussion judiciaire. Ils ont détruit impunément un bateau à 2 millions de dollars. Les Japonais ont immédiatement appréhendé Pete pour le faire inculper au Japon d'entrée par effraction. This afternoon, the Shonan Maru 2 docked in Tokyo Harbour with Sea Shepherd's Peter Bethune on board. Bethune is expected to be arrested on suspicion of trespass. If convicted, the skipper faces up to 3 years in prison.
Le procureur lui a proposé un marché. Si Pete m'accusait de lui avoir donné l'ordre de monter à bord du Shonan Maru, il lui infligerait une peine avec sursis et le laisserait partir. Pete a accepté. J'ai passé un accord secret avec le parquet japonais en échange d'une peine plus légère. Je me suis excusé auprès de Paul et je me suis rétracté dans ma dernière déposition. J'ai dit que Paul Watson était au courant de mon opération d'abordage, mais qu'il ne m'en avait pas donné l'ordre. Il a signé une déclaration sous serment disant qu'il avait menti aux autorités japonaises pour obtenir un sursis, mais le Japon l'a rejeté. Le Japon a mis mon nom sur la liste des notices bleues d'Interpol. Partout où j'allais, je devais répondre à un interrogatoire et les Japonais devaient connaître ma localisation. J'ai été arrêté en mai 2012 en Allemagne. Je me rendais au Festival de Cannes et mon passeport a déclenché une alerte. L'officier allemand m'a dit « Il y a un mandat d'arrêt contre vous ». J'ai répondu « Ah bon ? D'où ?» Il a dit « Du Costa Rica ». Qu'est-ce qu'il me veut, le Costa Rica ? J'ai été assigné à résidence en Allemagne pendant 2 mois, jusqu'en juillet. Pendant ce temps, le Japon a également délivré un mandat d'arrêt. Et les Allemands ont accepté les 2 demandes d'extradition. Un sympathisant au ministère de la Justice a appelé mon avocat pour dire « Quand Paul se présentera au tribunal lundi, il sera arrêté et envoyé au Japon. » Alors le dimanche, j'ai fui l'Allemagne. Tant pis pour la caution de 250 000 $. Mais partir au Japon, c'était ne jamais revenir. Après mon départ, l'Allemagne s'est plainte à Interpol qui a publié une notice rouge. Je suis allé en voiture de Francfort aux Pays-Bas où j'ai embarqué sur un voilier qui a traversé l'Atlantique Nord jusqu'au large de l'île de Sable. On a débarqué en Nouvelle-Écosse, roulé vers l'île du Cap-Breton et traversé la frontière entre le Nouveau-Brunswick et les États-Unis, puis tout le pays d'est en ouest jusqu'à Los Angeles et l'île de Catalina. Un autre navire m'a emmené aux Samoa américaines et de là, via l'Australie, j'ai rejoint l'océan austral et longé l'Antarctique, les îles Kerguelen et l'Australie occidentale jusqu'en Tasmanie. Puis j'ai fait les îles Tonga, la Nouvelle-Calédonie et le Vanuatu et passé un peu de temps dans le Pacifique Sud. J'ai ainsi pu traverser la moitié du globe sans aucun papier d'identité. De mars à octobre 2013, je suis resté dans l'océan Pacifique Sud. J'étais plus ou moins en exil sur des îles désertes. Il n'y avait que 2 choses à faire, ramasser des déchets plastiques ou collectionner des coquillages. Voici ma collection de coquillages qui date de cette époque. J'ai eu le droit de retourner aux États-Unis grâce au ministre des Affaires étrangères, John Kerry, qui est intervenu personnellement. Si je sors du pays, je peux me faire arrêter à cause des notices rouges d'Interpol. Le Japon en a demandé une pour complicité d'entrée par effraction et le Costa Rica pour avoir causé un risque de naufrage. Une notice rouge, normalement, c'est réservé aux tueurs en série, aux criminels de guerre ou aux barons de la drogue. Je n'ai pas provoqué de dégâts, je n'ai blessé personne, je n'ai rien volé. J'ai été sévèrement puni pour avoir eu l'audace de m'opposer à leurs activités illégales. Je ne peux pas imaginer faire autre chose que ce que je fais depuis 50 ans. Pensez-vous que votre engagement pour Sea Shepherd vous a coûté des relations sentimentales par le passé? Oh oui, c'est certain. En tout cas, je faisais passer ma mission avant tout le reste, y compris mes compagnes. J'ai rencontré Starlet Lum quand elle était comptable pour Greenpeace. Elle est partie en même temps que moi. On s'est mariés en 1979.
Starlet savait à quoi s'en tenir quand on s'est marié. Mais après la naissance de Liliolani, elle a voulu que j'arrête. Pour moi, c'était impossible de renoncer et de chercher un emploi ordinaire. Comment choisir où mettre mon énergie? Bâtir Sea Shepherd, ce n'était pas une mince affaire. Et puis je partais en mer pour de longues périodes, quand il fallait mener une campagne, par exemple en Sibérie ou encore au Labrador. Ça prenait des mois et des mois, alors j'étais très souvent absent. Je crois que ce n'est pas facile d'être ma conjointe. Je ne peux pas dire que j'ai été un père dévoué pour ma fille, parce que tout ce que je faisais me prenait toute mon attention. Je ne pouvais pas lui consacrer 100% de mon énergie. Tout ce que je pouvais faire, c'était m'assurer qu'elle soit à l'abri financièrement. La plupart du temps, j'étais tout simplement absent. J'ai passé toute ma vie en mer. C'est frustrant et démoralisant de ne plus pouvoir naviguer. Voici le dossier pénal complet. Chaque requête, chaque résolution, chaque combat que nous avons mené depuis 16 ans. C'est un film catastrophe. Chaque page est un désastre. Aujourd'hui, nous allons déposer une plainte contre 10 juges de la cour d'assises pour manquement à leurs devoirs. Nous les accusons de prévarication, c'est-à-dire du non-respect des textes de loi. J'ai la conviction qu'ils ont fait cela pour nuire à Paul Watson. Depuis le début, l'accusation est fallacieuse, et ils ont essayé de couvrir leur erreur. Le Costa Rica n'est pas compétent puisque tout s'est passé dans les eaux du Guatemala. C'est simple, il y a prescription. Et pourtant, ils refusent de clore le dossier. Je ne comprends pas pourquoi. La defensa del canadiense Paul Watson insiste en que el caso en Costa Rica contra el fundador de Sea Shepherd debió de prescribir hace 4 años. Su defensor denuncia a 10 jueces de la República. Indicaron además que la ley procesal penal que le aplicaron es ilegítima y violenta los derechos de Watson. Le directeur du service des parcs nationaux et nouveau ministre de l'Environnement, Carlos Manuel Rodríguez Echandi. On nous voit comme un petit pays d'Amérique centrale. Mais le Costa Rica est beaucoup plus que cela. C'est de loin le plus grand pays d'Amérique centrale, parce que son territoire est composé à 92% d'océans. Si l'on ne comprend pas la relation entre les espèces vivant sur cette planète et la santé des océans, la vie sur Terre sera radicalement différente de ce que nous connaissons aujourd'hui. Il y a eu des élections au Costa Rica. Le nouveau gouvernement semble vouloir collaborer avec nous. Bonjour Paul, Carlos Manuel Rodríguez, ministre de l'Environnement. Comment allez-vous? Je vais bien, ravi de vous connaître et de vous savoir à ce poste. Ça redonne de l'espoir pour l'écologie au Costa Rica. Enchanté aussi. Nous n'avons pas eu la possibilité par le passé de gérer nos océans de façon durable. Nous allons avoir besoin de beaucoup d'aide et de soutien. Je sais qu'Abraham vous a informé de nos problèmes judiciaires, mais on se tient prêt à vous aider de notre mieux. On adorerait protéger l'île Cocos, entre autres, et on est disponible. La mer abrite les 3/4 de la vie sur cette planète. La vie a commencé dans l'océan.
L'eau qui se trouve actuellement dans notre corps était autrefois enfermée dans la glace. Cette eau coulait jadis sous terre, elle était dans la mer, elle était dans les nuages. La source de toute vie sur Terre. Il ne faudrait pas l'appeler la planète Terre. C'est la planète Océan. La pêche industrielle spolie les océans à un rythme effréné. Il y a les palangres, de longues lignes de 15 à 150 km de long, sur lesquelles des hameçons sont fixés tous les 2 à 5 mètres. Ils dépeuplent les océans. Les scènes coulissantes encerclent tout un banc de poissons. Comme une bourse à cordon qui se ferme par le bas. On n'a plus qu'à ramasser le poisson dans le filet. Les chaluts de fond ne font pas qu'attraper des proies. Ils détruisent des habitats, des récifs de corail, des rochers. La faune marine en a besoin. Cette pêche anéantit les écosystèmes qui lui permettent de vivre. Les filets maillants laissent entrer les poissons, et quand ils veulent ressortir, leurs branchies restent coincées dans les mailles. S'ils ne peuvent plus bouger leurs branchies, ils se noient. Mais le pire, ce sont les filets dérivants, qui font jusqu'à 100 km de long. C'est comme un rideau de mort suspendu dans l'océan. C'est interdit depuis 1997, mais on les utilise toujours. Les navires de pêche en perdent quotidiennement. Alors ces filets fantômes restent dans l'océan à tout jamais pour tuer encore et encore. En moyenne, 40% du poisson acheté au supermarché ou au restaurant provient de la pêche illégale. Il y a 10 millions de bateaux de pêche sur les mers du globe en ce moment même. Et ils attrapent tout ce qu'ils peuvent, quand ils le veulent, où ils le veulent, et par n'importe quel moyen. L'industrie de la pêche a la capacité de détruire la civilisation, j'en suis persuadé. S'il n'y a plus de poissons dans l'océan, les écosystèmes marins vont s'effondrer. Et dans ce cas, la vie terrestre sera profondément impactée. À mon avis, les humains ne pourront pas survivre dans un monde sans poissons. Du thon rouge. Kiyoshi Kimura, propriétaire japonais d'une chaîne de sushi, a déboursé 1 760 000 $ pour un seul thon rouge d'un poids de 222 kg. En 2012, il avait payé 736 000 $ pour un thon de 267 kg. Depuis les années 70, le prix du thon a augmenté de 10 000 %. L'économie de l'extinction, c'est se faire de l'argent en menaçant l'espèce. Mitsubishi a plein de thon dans ses entrepôts. Ils pourraient alimenter le marché pendant 10 à 15 ans avec tout leur stock. Ils pourraient arrêter la pêche au thon demain pour donner à l'espèce le temps de récupérer. Mais ils ne veulent pas parce que si la population recommence à croître, le prix de leurs réserves de thon diminuera. Si le thon rouge finit par disparaître, leur stock deviendra une mine d'or.
Le thon rouge de l'Atlantique est l'animal sauvage le plus précieux au monde. Plus il devient rare, plus sa valeur augmente. Ouais. Voilà. Nous considérons que toute vie dans l'océan, du phytoplancton à la baleine, a la même importance et mérite notre protection. La baleine bleue est la plus grande qui ait jamais existé. Elle dépasse tous les dinosaures. Son cœur fait la taille d'une voiture. Elle peut engloutir 6 tonnes en une bouchée. Et chaque jour, elle éjecte 3 tonnes d'excréments, riches en azote et en fer. Elle se nourrit dans les profondeurs. Elle digère en remontant et dépose ses déjections à la surface. C'est la pâture du plancton. Les baleines sont les agriculteurs de l'océan. Elles cultivent du phytoplancton. Ces plantes microscopiques alimentent le zooplancton, qui nourrit à son tour les poissons et toute la chaîne alimentaire. Le phytoplancton produit 80% de l'oxygène sur Terre. Les créatures marines les plus minuscules sont les plus importantes du point de vue écologique. Or, le phytoplancton a diminué d'environ 40% depuis les années 1950. Je pense que c'est à cause de la surexploitation des mammifères marins. Si le phytoplancton disparaît, l'espèce humaine ne survivra pas. On doit notre existence à sa présence dans l'océan. C'est grâce aux Japonais que j'ai rencontré Yana. C'était sur les réseaux sociaux. J'ai fait un commentaire musical. Elle était chanteuse d'opéra. Pendant des semaines, on s'est posé des questions mutuellement sur la musique. Et finalement, on s'est mariés le 14 février 2015. Maintenant, je me sens capable de consacrer mon énergie à mon fils, Tiger. Je regrette de ne pas avoir su le faire pour ma fille. Je pense que ce qui a surtout changé, c'est mon âge. À 30 ans, je n'étais pas aussi dévoué à ma vie de famille. Non. Regarde, tu dois l'appuyer ici. Toute action entraîne une réaction. Il faut s'arranger pour que cette réaction tourne à notre avantage. J'ai pu me mettre en couple et avoir un enfant, et ce ne serait jamais arrivé sans ces notices rouges. Et maintenant, je ne peux même pas imaginer ce que serait ma vie s'il n'y avait pas eu de notices rouges à mon encontre. Elle serait radicalement différente et pas forcément aussi belle. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'avoir une seule personne au sommet, un leader.
Une ONG peut avoir un dirigeant, mais un mouvement n'en a pas vraiment. Pour faire ce travail, il faut savoir écrire, parler, naviguer et surtout, il faut avoir le courage de s'engager. Je me colle au Sun Laurel. Peter Hammerstead a fait preuve de ce courage quand il a empêché le Nishin Maru de faire le plein de carburant. Il nous pousse contre le ravitailleur. Bien reçu. Nishin Maru, ici le Bob Barker. Vous nous poussez contre le ravitailleur. Vous allez être responsable d'un désastre écologique. Gardez vos distances. Nishin Maru, ici le Bob Barker. Arrêtez! Arrêtez! Coupez les machines! Arrêtez! Nishin Maru, ici le Bob Barker. Je ne bougerai pas. Je ne bougerai pas. Si vous voulez continuer à chasser les baleines illégalement et à vous ravitailler illégalement, il faudra me couler contre le Sun Laurel. Je ne bougerai pas pour vous. Jusqu'en 2006, on n'avait qu'un seul navire à nous. Après, on en a eu 2, puis 3, puis 4. Donc il m'a fallu plus de capitaines. Ça correspond au littoral de l'Afrique de l'Est. Et Alex Cornelison nous a rejoints comme cuistot dans les Galapagos en 2002. Lockheed McLean, pareil. Maintenant, ils sont tous les deux capitaines. J'attends la réponse des autorités sur le partenariat. Ça ne devrait plus tarder. Lamia Essemlali a adhéré en 2005. Puis elle a lancé Sea Shepherd France qui réunit 19 groupes locaux. En fait, le Japon n'a fait que renforcer Sea Shepherd. J'ai démissionné de mes fonctions de président de Sea Shepherd États-Unis et aussi de mon poste de capitaine pour que l'organisation ne pâtisse pas de mes problèmes juridiques. Je ne voulais impliquer personne d'autre. Tu veux que je lance un appel à bénévoles hors d'Europe? En décembre 2012, on a décidé qu'il fallait créer Sea Shepherd Global. On a des partenariats avec une bonne dizaine de nations pour patrouiller dans leurs eaux territoriales. C'est en pleine expansion. On a de plus en plus de demandes. Alors ce week-end, tu t'es fait plaisir? Tu sais, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est d'avoir arrêté 2 navires au nord du Gabon. On les escorte jusqu'à Libreville pour mettre l'équipage en détention. Quel pavillon? Pavillon chinois. C'est la première fois que des navires chinois sont interceptés dans cette région. La ministre de la Pêche a dit sans équivoque que pour pêcher au Gabon, il fallait une licence. Je pense qu'ils vont être punis pour l'exemple. Nous sommes maintenant un mouvement. Ça dépasse l'individu et l'organisation elle-même. Sea Shepherd France, Allemagne, Australie, Nouvelle-Zélande, Italie. Chaque antenne est indépendante. Salut Rob. Salut Tiger. Coucou d'Écosse. Les gens qui ne sont pas d'accord avec nous pensent qu'on est trop rentre-dedans, trop agressif, trop contestataire. Mais ce ne sont que des opinions. Ça ne change rien à ce que nous sommes. C'est vrai qu'on est contestataire. J'ai toujours dit que pour être un écologiste efficace, il faut être prêt à dire ce que personne ne veut entendre et à faire ce que personne ne veut voir. Il faut faire des vagues et énerver les gens. Sinon, c'est qu'on ne fait pas bien son travail. Nous essayons tous les jours de faire passer des messages, de montrer ce qui est fait à la faune et à l'environnement. Soit les gens nous écoutent, soit ils n'écoutent pas. En fait, ils écoutent rarement. L'humain a une capacité incroyable à se donner des justifications. On justifie notre cruauté, notre égoïsme, notre cupidité. C'est très facile. C'est pour ça que beaucoup de nos problèmes ne sont jamais réglés. On les met sous le tapis, dans sa tête, pour continuer comme si de rien n'était. Tu veux t'asseoir? On va s'asseoir. Viens, on attend maman.
Je ne crois pas à la retraite. Je n'y ai jamais cru. Non, je continuerai jusqu'à ma mort. On a une flotte maintenant, la plus grande force marine non gouvernementale au monde. Elle peut être commandée de partout. Si je dois diriger de mon bureau, je le ferai. On ne s'arrêtera pas. La Terre est un vaisseau spatial. Elle tourne en orbite au sein de la galaxie appelée Voie lactée. Le système solaire auquel elle appartient effectue une révolution en 250 millions d'années, à une vitesse folle de plusieurs milliers de kilomètres par minute. Et ce vaisseau spatial, comme les autres, a besoin d'un système de survie. Ce système de survie, c'est principalement l'océan qui fabrique l'oxygène que nous respirons, fournit de la nourriture, régule la température et le climat. Il faut un équipage pour entretenir ce système. Les baleines, le phytoplancton, les bactéries. Ce n'est pas nous l'équipage. Nous sommes juste des passagers du vaisseau spatial Terre. Et on est en train de tuer l'équipage. Il n'y a qu'un nombre limité de membres d'équipage que l'on peut tuer avant que le mécanisme ne tombe en panne. Si l'océan meurt, on meurt tous. On ne survivra pas sans l'océan.